Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'IFG Live Parole d'Experts. Je suis Agnès Lavé et je suis responsable pédagogique et experte en ressources humaines. Nous sommes aujourd'hui accompagnés par Étienne Guérin, intervenant au sein de l'IFG Executive Education, expert rompu en droit et fiscalité du patrimoine. Étienne exerce aussi une activité de conseil auprès de chefs d'entreprise depuis plus de 30 ans. Il est praticien passionné par le droit et la fiscalité du patrimoine. Il exerce son activité de conseil auprès d'une clientèle chef d'entreprise identifiée. Il est présent sur BFM Business et sur le réseau Radio France. Et il est également fondateur et associé de la société de gestion d'actifs Maïtis Gestion. J'espère que je prononce bien. Alors, nous allons être ensemble en tout pendant 1 heure pour parler de la thématique holding mode d'emploi. Si vous rencontrez des soucis de son et de connexion, nous vous recommandons de rafraîchir votre page et nous vous recommandons aussi d'utiliser Chrome de préférence. Alors, holding, souvent évoqué, parfois fantasmé, les holdings semblent être une sorte d'ovni sur lequel nombre d'entrepreneurs s'interrogent. À quoi cela sert? Est-ce impératif ou optionnel? Optimisation fiscale ou simple outil juridique? Un peu tout cela à la fois, pourrait-on répondre. Et afin d'être plus précis, Étienne Guérin, en 1 heure de temps, précisément 45 minutes, par une approche pratique et didactique, va vous exposer les grandes lignes directrices. Donc, nous vous invitons à poser vos questions dans l'espace dédié. Étienne fera sa présentation et au fur et à mesure, nous relèverons donc les questions que vous avez pour lui. Étienne, j'espère avoir été complète dans la présentation de votre parcours. Je vous laisse la parole. Merci Daniela, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, bonne année déjà, tout d'abord. On est encore dans les délais. J'espère que vous m'entendez parfaitement, que tout ça va bien. Donc comme Daniela vous l'a précisé, effectivement, on prendra une quinzaine de minutes à la fin pour que je puisse répondre aux quelques questions éventuelles que vous pourriez avoir. Ce sera avec grand plaisir. Juste en propos introductif également rapidement, que vous le sachiez, pour ma part, donc j'exerce mon activité en Europe, alors basé en France sur cette activité pour Maïtis Gestion sur Paris, mais en Europe en réalité sur la 30aine de familles fortunées que je suis, et également sur la zone CEMAC, puisque j'habite la moitié du temps, je fais un mois en permanence, où j'ai une activité de conseil à Libreville au Gabon, voilà, et également sur Abidjan. Petit à petit, tout ça se développe. Donc c'est avec grand plaisir que je suis intervenant à l'IFG, puisque l'IFG est basé et résonne très fortement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, sur la zone CEMAC. Donc, c'est avec grand plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. Et puis, on va regarder un petit peu ce qui peut se pratiquer. Quel est l'intérêt finalement d'avoir un holding en matière de développement d'entreprise, de croissance finalement, en matière de gestion d'actifs, là aussi, puisque ça peut être soit durant l'activité opérationnelle, soit par la suite un outil de capitalisation, en matière de transmission. Et sachant que là aussi, ayez-le en tête. Pour des personnes qui sont basées en France ou en Europe, on va appliquer en fait droit fiscal, droit civil, droit des sociétés français. Quand on est basé ensuite en zone CEMAC ou quand on est basé sur l'Afrique de l'Ouest ou autre, on a le droit civil de toute façon, par exemple en Côte d'Ivoire ou au Gabon, qui est assez ressemblant à ce qu'on peut pratiquer en droit civil napoléonien. On a une fiscalité, impôt sur le revenu, IS, TVA, plus-value, etc. Là aussi, alors, avec des spécificités, mais on arrive à se connecter et à se comprendre. Et en matière de droit des sociétés, donc on utilise la thématique du droit OHADA en Afrique, sur énormément d'États, donc pour toute la partie droit commercial. Et ça veut dire qu'on retrouve des formes de sociétés qui sont SARL, SAS, SA, SNC, etc. Et puis les sociétés civiles également, bien évidemment, qu'elles soient à l'impôt sur le revenu ou qu'elles soient à l'IS. Donc finalement, cette présentation un peu générique, un peu globale, est aussi bien adaptable à Libreville qu'à Abidjan, qu'à Cotonou, qu'à Dakar, ou éventuellement à Paris, UK, ce serait différent, on raisonnerait en fait comme nous. Allez, ceci dit, on se lance, si vous en êtes toutes et tous d'accord. Et Aniela, si je dis une bêtise, évidemment, me corrigera à tout moment et avec facilité. Allez, on y va sur les notions de holding. Donc déjà, alors évidemment, n'hésitez pas pour vos questions, parce que parfois, je le sais, je parle un peu vite, même si j'ai tendance à me calmer. Mais comme le disait un juriste en France, un éminent juriste, il disait, il y a le doyen Carbonnier, pour ne pas le citer. Il disait, en fait, il y a ceux qui sont fous de droit et ceux que le droit rend fous. Donc, vous voyez, ça fait des années que j'essaie de pas basculer.
et pas de devenir complètement givré, mais je suis vraiment, comme le disait Daniela, passionné de mon métier. Donc en fait, un holding, alors vous pouvez dire un holding, une société holding. En fait, déjà en propos introductif, il n'y a ni masculin ni féminin. Un holding, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une forme de société en tant que telle sur un plan juridique, mais c'est simplement une société qui va détenir des participations dans d'autres sociétés qu'on appelle alors des filiales ou des filles. Donc le holding, c'est vraiment, alors ça vient de l'anglicisme, du verbe anglais to hold, détenir, mais c'est vraiment avant tout, et ça a été pensé comme tel aux États-Unis, comme un outil de détention en premier lieu, et donc de prise de participation. Et finalement, on l'utilise pourquoi, ce holding? Alors on l'utilise notamment quand il s'agit d'accélérer la croissance et le développement d'un groupe. Prenons un exemple, je crée une société aujourd'hui, dans 10 ans, dans 15 ans, donc une petite structure commerciale, ou industrielle, ou artisanale, ou que sais-je. Donc une activité opérationnelle, je crée ça aujourd'hui, et finalement, dans 4 ou 5 ans, je vois qu'il y a une forte accélération de mon activité, le marché est là, répond bien à mes offres, et en discutant avec mes conseils, avocats, experts comptables, notaires, je me dis, ben voilà, j'aurais peut-être la possibilité ici d'avoir une création de groupe et de développer un groupe. Alors juste, Daniela, une petite remarque, je vois que quelqu'un, Sophie, nous dit, on ne voit pas la présentation en plein écran. Donc, mais vous avez déjà répondu, donc je reste sur ma présentation. Donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, j'ai un groupe finalement qui peut se développer, et le fait de mettre en place un holding ou une société holding, ça va me permettre ici de favoriser le développement du groupe. Pourquoi? Pourquoi? Pour des raisons évidemment juridiques, d'organisation, et je vais créer mon holding qui va détenir ma société actuelle, on va le voir par la suite. Ça peut se faire soit par une opération de rachat de ma société actuelle, le holding s'endettant auprès d'un établissement bancaire. Moi, ça va être l'occasion pour moi finalement, après paiement d'un impôt sur plus-value, d'encaisser également un produit de cession et de continuer l'activité. On parle alors d'OBO, Owner Buyout, l'opération de rachat à soi-même. Ce sont des opérations issues en fait du droit américain LBO, c'est-à-dire Leverage Buyout, opération d'acquisition avec effet de levier moyennant crédit. D'accord? Donc là, c'est la première option. Deuxième option, maintenant, c'est la possibilité pour moi d'apporter les titres de ma société à la création d'un holding. Donc là, on va raisonner par voie d'apport. On a quelques thématiques fiscales intercalaires, mais je n'encaisse pas de cash de cette façon-là, mais c'est très volontaire et ça va me permettre finalement de faire remonter des flux financiers sur mon holding pour que ce holding ensuite soit développe de nouvelles activités filialisées, soit rachète des sociétés cibles déjà existantes, identifiées, le remboursement pouvant s'effectuer alors simplement par la remontée des résultats de ma première société opérationnelle, qui a un beau seuil de rentabilité, et la levée de dette par le holding pour l'acquisition de cibles futures. Donc finalement, le holding, c'est déjà, je dirais, avant tout, un outil de structuration, de développement de sa croissance, de la constitution d'un groupe. C'est aussi un outil juridique, en fait, qui va permettre d'organiser ce qu'on appelle sa gouvernance, c'est-à-dire l'organisation du groupe, le contrôle, très simplement, et c'est le holding, dans ce cas-là, qui va diriger les différentes sociétés que l'on peut avoir. L'intérêt également, en dernier point, quasiment, je dirais, avant toutes les thématiques patrimoniales, transmission aux enfants, que sais-je, l'intérêt également d'un holding, c'est de pouvoir dissocier des risques d'exploitation. Alors, je m'explique de manière très simple. Imaginons que je vais prendre une activité même très simple. Au départ, on va pas partir sur de la tech, du start-up, de la medtech, etc. Non, on va partir sur quelque chose de très simple. Je suis garagiste et il se trouve que je sais parfaitement réparer et régler des moteurs. Donc finalement, les gens viennent me voir assez facilement. Je tiens mes délais, je n'assomme pas le client sur les prix et je me constitue comme ça une clientèle très rapidement et notamment une clientèle de personnes qui ont de jolis véhicules. De bons gros 4x4 de type Toy, par exemple, si je suis sur Libreville. Bon, et globalement, les gens viennent faire entretenir les véhicules chez moi. Et parfois, il y a des accrochages ou autres et il faut refaire un petit peu de carrosserie. Alors, vous pourriez le dire, bon, la carrosserie, c'est sensiblement une activité qui ressemble à ton activité de réparation et de mécanique générale. C'est vrai, mais c'est pas mon métier premier.
À côté de cela, par contre, pas très loin de chez moi, je connais un carrossier qui, lui, travaille plutôt bien, avec qui j'ai déjà quelques habitudes de travailler. Il me dit, voilà, Étienne, moi, sur ma carrosserie, j'aimerais bien développer un petit peu et puis vendre à terme. Est-ce que tu serais d'accord pour t'associer avec moi et puis à terme reprendre mon activité? Deux options se présentent à moi. Soit j'utilise ma société existante pour racheter cette activité de carrosserie, pourquoi pas, mais je n'ai pas encore totalement identifié son métier, ses éventuels risques d'exploitation, des passifs éventuels qu'il pourrait y avoir au niveau fiscal ou sociaux ou que sais-je. Donc, soit je rachète en direct, mais je ne dissocie pas mes risques, soit je crée un holding en apportant les titres de ma société de mécanique générale à la constitution de ce holding, et c'est ensuite finalement mon holding qui va prendre une participation dans sa société de carrosserie, et on va commencer à développer notre activité ensemble, et à terme, je le rachèterai vraisemblablement complètement si nous sommes d'accord sur la chose et sur le prix, comme on dit sur un point juridique. En clair, est-ce que son business est bon? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on s'est identifié? Et alors, je reprends l'activité. L'intérêt d'être passé par un holding, c'est que si jamais l'activité qu'il me proposait ne correspondait pas tout à fait à mes attentes, ou qu'il y avait certains risques que je n'avais pas identifiés, mon activité première de mécanique générale n'est pas emportée par ces risques d'exploitation que j'ai pu identifier par la suite, puisque c'est mon holding qui détient. Donc, mon holding, dans ce cas-là, vendrait purement et simplement sa participation dans cet outil de carrosserie, ni plus ni moins, et je continuerai, moi, avec mon activité première. Ce serait beaucoup moins facile si j'internalisais de la carrosserie dans mon activité première de mécanique générale. Ça pourrait même impacter finalement mon activité première et mettre à mal ma rentabilité sur le métier que je connais. Vous voyez? Donc le holding, ça peut là aussi finalement être un outil de dissociation, donc croissance, développement, dissociation des risques, organisation du groupe et de sa gouvernance, et puis gestion d'actifs, là aussi petit à petit grâce aux dividendes qui remontent, gestion d'actifs financiers, prise de participation dans l'immobilier, que sais-je, etc. Et à terme finalement un groupe qui se développe et que je peux envisager transmettre à mon rythme, à mes enfants et à mon épouse si je le souhaite. Donc, voilà quel est le propos introductif. Et donc, finalement, on retrouve ce que je vous ai dit pour constituer un holding. Soit c'est un holding qui rachète des sociétés existantes, et si c'est la mienne, je vais immédiatement avoir la perception du prix de cession. Je paye ma plus-value en fonction de l'état de résidence fiscale de la société et du holding et mon état de résidence fiscale. Première option. Ça, c'est une opération, je dirais, financièrement réalisable sous condition de trouver l'établissement prêteur et que ce soit mon du cash. Deuxième option maintenant, j'apporte les titres de ma société préexistante à la constitution de mon holding. En contrepartie de mon apport, je vais recevoir les titres du holding et donc ma société première sera détenue dorénavant par mon holding et non plus par moi, personne physique. Donc vous voyez qu'en fait, la société est détenue par le holding, je détiens le holding, c'est ce qu'on appelle une participation indirecte, mais finalement c'est toujours à moi, d'accord? Et ensuite, petit à petit, comme je vous le disais, mon holding va développer des activités, d'autres sociétés, d'autres filiales, en racheter d'autres, par des remontées de dividendes de là ou des filiales vers le holding, avec un mécanisme de fiscalité très allégé, qu'on appelle le régime mère-fille ou intragroupe, que l'on retrouve d'ailleurs, alors on l'a évidemment en France avec l'article 145 du Code général des impôts, hein, mais je le retrouve également dans le Code général des impôts gabonais, au Cameroun également, à Abidjan aussi, donc ce sont des mécanismes, hein, en Côte d'Ivoire, ce sont des mécanismes qu'on utilise de manière très connue, très identifiée, très sécurisée, avec un petit peu de contrainte, mais j'irai tout de même avec une certaine souplesse, en tout cas dans la compréhension. D'accord? Et ensuite, sur le cash qui remonte, soit je m'investis sur de l'opérationnel, soit je vais également investir sur des actifs patrimoniaux. Donc, ce peut être en fait des actifs financiers, court, moyen ou long terme. En clair, du cash, donc des comptes un petit peu sur ce qui va s'apparenter à des comptes sur livret. Ça pourrait être des actifs de capitalisation pure, des comptes titres, des actions, des obligations, etc., etc. Ça peut être là aussi de l'immobilier que je filialise via société civile. Donc finalement, j'ai plein de thématiques particulières également d'investissement, aussi bien opérationnel que patrimonial.
Et le jour où je souhaiterais transmettre, en fait, ce que je transmettrai, ce ne seront finalement pas les titres des sociétés opérationnelles des filiales, mais je transmettrai en réalité ici la tête de groupe, la tête de pont, qui est le holding, et je transmettrai petit à petit à mes enfants des titres, soit en pleine propriété assez rapidement, soit en démembrement, c'est-à-dire que je leur transfère le droit de propriété, mais pas le droit au revenu, ce qu'on appelle la nue propriété. Et pour ma part, je reste alors usufruitier, c'est-à-dire que j'ai le droit au résultat, aux dividendes, et je reste en plus de cela, évidemment, le patron sur la boîte dans un premier temps. C'est quand même mon joujou, c'est quand même ma boîte et mon groupe. Et après, petit à petit, je leur mets le pied à l'étrier. Donc un outil pédagogique, là, finalement. Alors, mes principes généraux que je viens de vous exposer, mais que je vous reprends tout de même ici sur deux formes de société, droit OHADA, droit français. Hein, droit germanique, vous les retrouvez également avec des appellations évidemment différentes, mais on retrouve ces principes. Soit je vais utiliser, je vous prends les deux grands classiques, soit je vais utiliser une SARL, alors qui peut être pluripersonnel, c'est-à-dire plusieurs associés ou unipersonnel. On parlera alors de URL, mais c'est de la SARL, ni plus ni moins, et qui sera dirigée par une personne physique obligatoirement ou plusieurs qu'on appelle un ou des gérants, d'accord. Soit je vais utiliser une SAS, donc là cette fois-ci une société par action simplifiée, dirigée par une personne physique, dirigée par une personne morale au niveau du mandat social. On parlera non plus d'associés, mais d'actionnaires, si on veut être un petit peu précis, hein, sur un plan juridique, mais c'est sensiblement la même chose ici. Et la différence entre les deux, en fait, va se jouer non pas au niveau fiscal pour la société, mais au niveau fiscal et social pour le mandataire social. Pourquoi? Alors pour le mandataire social ou pour les associés sur des notions de distribution de dividendes. Pourquoi? Parce qu'on a des traitements sociaux et fiscaux un petit peu différents entre gérant, qui dirige donc sa SARL, et président de SAS. Pour le dire très simplement, et là je fais référence à l'application du droit interne en France. Si vous êtes gérant majoritaire de votre SARL, donc vous dirigez cette société, avec votre groupe familial si vous le souhaitez ou seul, vous êtes gérant socialement non salarié, comme si vous étiez, si vous voulez, artisan ou commerçant. Donc vous êtes rattaché au régime social des indépendants. Sur un plan fiscal, soit vous allez être en bénéfice industriel et commercial et vous devez dans ce cas-là remplir une déclaration fiscale particulière, soit vous choisissez, c'est un libre choix, d'opter pour un traitement de votre rémunération qui soit assimilé à du traitement à salaire. Article 62 du Code général des impôts. Donc en fait, fiscalement, vous pouvez être comme un salarié ou non. C'est une gestion stratégique en fait et fiscale de votre rémunération. Socialement, vous serez par contre considéré comme non salarié. Si je suis sur une SAS, cette fois-ci, je serai président et non plus gérant, d'accord? Premier point. Deuxième point, sur un plan fiscal et sur un plan social, je suis considéré comme salarié ou assimilé salarié. Donc là, finalement, ça va me permettre d'avoir quasiment les mêmes droits qu'un salarié. Attention, pas de possibilité de perception d'allocation chômage tout de même, sauf des options particulières d'assurance. Mais en tout cas, je suis assimilé salarié et donc je vais, sur un plan social, bénéficier également de tous les régimes sociaux des salariés. Donc, bénéficier des régimes sociaux des salariés, je suis en train de vous parler, notamment, alors évidemment tout ce qui va être maladie, incapacité, etc., mais avant tout de retraite. Donc, j'avais coupé ma caméra 2 secondes, je la remets. Donc, les régimes de retraite, c'est une thématique importante pour un chef d'entreprise. Pourquoi? Parce que si l'on est salarié, on a un régime plutôt protecteur et intéressant en France, alors que si l'on est travailleur non salarié, assimilé à un indépendant, les prestations de retraite, alors les cotisations coûtent moins cher, mais les prestations futures vont être moins importantes, hein, et il faut alors avoir une stratégie de capitalisation personnelle si l'on souhaite ici se garantir des revenus futurs. Donc vous voyez que le choix finalement entre la SARL et la SAS n'est pas forcément directement lié, n'est même pas directement lié à l'option fiscale de la société, mais peut l'être par rapport au statut fiscal et surtout social du dirigeant. Premier point.
Deuxième point également, sur un plan juridique, maintenant, si je raisonne en termes de droit des sociétés. Alors, on ne va pas partir sur des choses extrêmement complexes là-dessus, mais tout de même que vous ayez quelques notions et vous verrez que je vous aurai porté quelques clauses à regarder dans une société que vous pourriez avoir en direct ou demain sur la constitution d'un holding. Ce que l'on peut dire de manière très simple, c'est que sur une SARL, je n'ai pas énormément d'options rédactionnelles. Ça veut dire qu'en fait, c'est encadré par une loi de 85. On me dit voilà comment doivent être rédigés les statuts peu ou prou. Je ne peux pas déroger énormément. Je ne peux pas sortir d'un cadre. Je peux, mais de manière limitée, sortir d'un cadre déterminé par la loi. À l'inverse, quand je suis en société par action simplifiée, quand je suis en SAS, qui elle-même d'ailleurs peut être unipersonnelle, on parle de SAS unipersonnelle, c'est-à-dire de SASU, hein, c'est possible, donc d'un côté comme de l'autre, un ou plusieurs salariés associés. Donc quand je suis du côté de la SAS, c'est l'inverse. Du côté de la SAS, en fait, vous avez les textes qui vont s'appliquer, texte de 99, qui ont été revus plusieurs fois par la loi NRE, LME, etc., par différents actes uniformes en droit ODA, d'accord? Mais vous avez les textes initiaux, mais ce qu'on vous dit avant tout, on vous dit, voilà, ça, ce sont des guides. Donc, soit vous rédigez peu ou prou en fonction de ces guides et vous vous éloignez pas trop de ce que vous dit la loi, soit vous souhaitez faire différemment, être un peu plus créatif, avoir un peu plus d'imagination. Alors, évidemment, on reste dans les dispositions qui doivent être des dispositions légales et d'ordre public. On est bien d'accord. Mais ça va me permettre d'aller beaucoup plus loin dans mes raisonnements. J'ai une liberté statutaire qui va au-delà et ça va me permettre, par exemple, de faire des titres à droit de vote multiple pour dissocier le pouvoir, d'avoir des titres préférentiels sur distribution de dividendes, par exemple, d'avoir ce qu'on appelle des golden shares, d'avoir des thématiques, en fait, de sortie sur des niveaux good ou bad liver. Enfin, il y a différentes techniques, hein, des ratchets, enfin différents types de clauses. J'arrête là parce que là, on va rentrer sur un peu trop de techniques. Mais on va avoir des titres, ce qu'on appelle des titres, en fait, complexes, que je peux complètement émettre à tout moment sur une SARL pour l'organisation de mon pouvoir, ce que je ne pourrais pas faire sur de la SARL ou alors avec un risque de contestation. Je vous ai parlé, par exemple, de la Golden Share, l'action en or. Qu'est-ce que c'est? Cette action en or, en fait, c'est pour le détenteur ou les quelques détenteurs identifiés qui l'auraient, la quasi-certitude en assemblée générale d'avoir toujours un droit de regard et surtout un pouvoir plus important en exerçant le droit de vote. Bon, sur de la SAS, ça s'appelle de l'action en droit de vote multiple. C'est prévu initialement. Le seul impératif que j'ai, c'est de respecter le pacte d'égalité entre associés. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit avoir le même droit de vote, mais ça veut dire que lorsque c'est émis à la Constitution ou en modification statutaire, par la suite, chacun doit être d'accord et on est à l'unanimité. Sur une SARL, je peux essayer de faire une golden share, mais en cas de contestation entre les associés devant le juge pourrait très bien dire que finalement, ce titre n'est pas directement opposable parce qu'il n'a pas été prévu par le texte initial, qu'on soit en droit OHADA ou qu'on soit ici sur la loi 85 en droit des sociétés françaises. Donc, vous voyez, la SAS permet tout de même, dans les aménagements, dans les raisonnements, d'aller plus loin. Même chose, quand je suis du côté SAS, alors je peux en inclure quelques-unes de celles-ci dans la SARL, mais c'est surtout en SAS ou dans les civils que je peux avoir toutes ces clauses. Alors, en fait, on en a beaucoup plus que ça, mais je vous ai mis ce que j'appellerais des clauses de style, c'est-à-dire des clauses sur lesquelles, de manière certaine, déjà, il faut pouvoir, au départ ou en cours de société, réfléchir. Donc, on va avoir quoi? On va avoir, par exemple, une clause d'agrément. Une clause d'agrément, c'est est-ce que je laisse finalement mon capital social accessible à tout associé, non pas présent, mais tout associé futur. Je m'explique. Imaginons que demain, je monte une société avec des personnes qui me sont tierces. Donc, on fait du business. Et je souhaite à un moment me retirer de la société et donc vendre finalement à n'importe qui, à un tiers. Si aucune clause d'agrément n'a été prévue, je peux librement vendre mes titres, mes associés n'auront rien à dire. C'est pas forcément préférentiel pour eux. Vous peut-être me dire, oui, mais Étienne, là, cette personne-là, on la connaît pas. Nous, on s'est associé avec toi parce que on sait ce que tu sais faire, on connaît ton job, on te connaît en tant que personne. C'était notre volonté de nous associer ensemble, ce qu'on appelle l'affectio societatis, cette volonté d'association. Cette personne tierce, on la connaît pas et on n'a pas forcément envie. S'il n'y avait pas de clause d'agrément, ils pourront pas refuser. Donc, on prévoit là aussi, dès le départ, quand on souhaite avoir un capital
relativement maîtrisée, voire fermée, une clause d'agrément. Et dans ce cas-là, si je dis je veux vendre à cette personne tierce, les associés vont me dire attends, halte là, commençons par présente-nous ton projet, faisons une assemblée générale ordinaire et voyons si nous sommes d'accord ou pas pour que tu puisses vendre à telle ou telle personne, à tel ou tel nouvel associé entrant. Ça peut jouer également en matière de donation, de succession, etc. Donc en fait, on laisse le contrôle du capital aux associés en place et non pas aux futurs éventuels. C'est un point extrêmement important tout de même. Ça se prend en assemblée générale et pour les quorums, enfin les majorités plus exactement sur les droits de vote, ça peut être une prise de décision à la majorité simple, renforcée des 2/3, des 3/4, à l'unanimité ou sur une ESS à toute majorité qu'on souhaite faire. Même chose, quand on fait de la clause d'agrément, on pense aux clauses de préférence ou de préemption. Je refais ça tranquillement. Je veux vendre mes titres à une personne tierce. Mes associés, parce qu'il y a clause d'agrément, me disent non, ce bonhomme-là ne nous convient pas, on n'est pas d'accord finalement pour être associé avec lui. Très bien. Dans ce cas-là, ils ont un droit de préférence pour me racheter les titres. Je peux également, sur des clauses de disponibilité ou non du capital, prévoir une clause d'inaliénabilité. Au début, il faut toujours un petit peu s'entraîner pour dire inaliénabilité, surtout rapidement. Donc là, c'est la pratique notariale, quand j'avais ma casquette de notaire, qui fait que j'y pensais et j'en parlais souvent. Mais la clause d'inaliénabilité, c'est une clause d'indisponibilité. En clair, je ne peux vendre mes actions ou mes parts sociales que sous condition de respecter une procédure particulière et de recueillir un accord d'associés ou alors de parents ayant donné les titres. Je peux avoir des clauses de rachat forcé, des clauses d'exclusion, des clauses de sortie conjointe sans discussion de prix, etc., etc. Donc, toutes ces clauses-là, qui peuvent a priori sembler un peu théoriques, ne le sont pas du tout en termes de droit des sociétés et en termes de continuité du business. Donc, c'est là où il est important quand même d'être entouré et d'avoir son juriste. Ou ses juristes, ses conseils en tout cas. Donc, pour créer maintenant un holding, globalement, alors des gens pourraient se poser la question, puisque je la vois apparaître dans le chat, mais finalement, mon holding, je le fais à partir de quand? Est-ce que c'est un niveau de chiffre d'affaires, un niveau de rentabilité ou oui et non? Déjà, un holding, en fait, vous allez le constituer, bien évidemment, sous condition d'avoir une société qui a de la profitabilité et de la rentabilité, mais surtout, si vous avez une volonté de croissance, de développement, de transmission, de capitalisation. Si vous vous dites, mais moi, je suis très bien sur mon activité comme ça, comme telle, j'ai pas de gamins qui ont vocation à reprendre tout ça. Je vendrai à terme à un tiers et je veux pas développer de groupes ou d'autres activités ou que sais-je. Libre à vous, au contraire, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais le holding ne va pas forcément se justifier. Donc, mon holding, c'est s'il y a de la croissance, une volonté de développement, une volonté également peut-être à terme de transmission à des enfants, d'accord? Donc un outil de dissociation, etc. Là, je peux faire un holding. En termes de chiffre d'affaires, bon, je dirais que globalement, à minima sur un holding, si je raisonne en euros, il me faudrait au moins un chiffre d'affaires qui soit de l'ordre, je veux dire, de 450 000 à 500 000 euros. Si je raisonne en CFA, il me faut un minimum 300, 400, 500 millions, vous voyez, de francs, de chiffre d'affaires, Donc, on n'est pas obligé d'avoir une très grosse société en réalité. Et surtout, il faut des seuils de rentabilité net d'IS, c'est-à-dire de résultats après IS, qui, là, doivent être importants. Si je veux pouvoir faire de la croissance externe, il faut que j'ai des résultats nets d'impôt société qui soient de 10, 12, 15, 18, 20%. Pourquoi? Parce qu'il faut que le holding qui demain recevra les dividendes remontant de là ou des filiales vers lui-même ait la capacité, par cette remontée de flux financiers, cette distribution de résultats des filiales vers le holding, à lever de la dette. Vous voyez? Donc, en fait, c'est une notion avant tout de souhaitais-je ou est-ce que je souhaite développer et croître parce que ma société actuellement est rentable et j'ai de la capacité à lever de la dette et à racheter d'autres boîtes. Si la réponse est j'ai une boîte rentable, mais j'ai pas envie de développer quoi que ce soit, j'ai pas envie de développer un groupe, juste mon activité première, j'ai pas volonté non plus à transmettre à terme à des enfants, on n'a pas la nécessité du tout de faire un holding. Et quand on va constituer un holding par le haut, c'est ce que je vous disais, soit je fais un holding par voie d'apport de titres et je n'ai pas de cash. Imaginons que ma société actuellement ait une valeur de 1 million d'euros, par exemple. Donc, si j'ai une société qui a une valeur aujourd'hui d'1 million d'euros, donc sensiblement, on va dire
allez, 700 millions de francs, d'accord, et que je ne vends pas cette société holding, mon capital social de holding va être de 700 millions, va être d'1 million d'euros. Et au regard de cela, je vais avoir mes titres de participation de la société pour 700 millions, c'est-à-dire 1 million d'euros peu ou prou. J'espère que je ne me trompe pas dans mes conversions, parfois je me trompe. Donc en tout cas, quand j'apporte, j'ai un capital fort et les titres de participation. Autrement, si le holding me rachète mes titres, je vais avoir un capital assez peu important. Je regarde si j'ai des obligations réglementaires ou pas, mais un capital assez peu important. Et ensuite, je vais avoir mes titres de participation, mais je vais aussi avoir ma dette. Je prends juste une activité que je connais bien sur les conseils financiers en zone CEMAC. Si je veux créer une SARL sur Libreville, mais une activité non réglementée, je n'ai pas de minimum de capital social. Si je veux créer une activité de conseil en investissement financier en zone CEMAC en ayant les agréments ici de la COSUMOF, du Conseil des marchés financiers, je dois à minima avoir un capital d'1 million de francs CFA, ce qui correspond à 1 500 euros. D'accord? Donc, il y a quelques éléments que je dois avoir en tête ici. Donc, je peux être soit sur le holding qui me rachète mes titres, là, mon capital sera relativement faible, soit sur un apport pur et simple, j'ai pas de cash, mais j'ai un holding qui est pas endetté et qui ensuite lèvera de la dette pour développer d'autres activités ou racheter des boîtes déjà existantes. Mais je peux faire également des deux. Un peu d'apport à titre onéreux, un peu de mix, etc., etc. Donc là, simplement, bon, c'est la même chose. C'est ce que je vous disais. Apport en nature, j'ai pas de cash. Mise en place ici, par la suite, d'une opération LBO, j'encaisse. Donc, ce que je vous précise ici, très simplement, sur un holding qui nécessairement sera à l'impôt société, les filiales l'étant aussi, c'est que quand je travaille sur ces notions, non pas de rachat des titres par le holding de ma société existante, mais par l'apport de ma société à la création du holding, je n'ai pas de contrepartie financière, je n'ai pas le flux financier, le cash, d'accord? Je vais avoir ici la remise des titres. Ayez en tête que lorsque je reçois des titres en contrepartie d'un apport, c'est juridiquement un acte à titre onéreux. Ça veut dire que j'ai quelque chose en contrepartie. Alors ça, on comprend bien, quand je vends un actif, ma contrepartie, c'est le prix. Et là, on sait que s'il y a eu une prise de valeur, je suis taxable en matière de plus-value. Mais c'est j'apporte aujourd'hui quelque chose à une société. Initialement, ça valait 100, aujourd'hui ça vaut 180, donc la valeur économique a progressé, ma plus-value économique est de 80. On a ici des systèmes qui permettent de différer le paiement de l'impôt à plus tard, pour le jour notamment où je vendrai les titres du holding si jamais demain je les vends. On appelle ça des reports. On a également des sursis, donc sursis ou report d'imposition. Et ensuite, c'est plus ou moins conditionné à des obligations de conservation des titres par le holding, à des obligations de conservation par ma part vis-à-vis des enfants donataires ou héritiers, etc. Donc, on a en clair des mécanismes qui permettent fiscalement d'apporter les titres d'une société existante sur un holding et de ne pas tout de suite payer l'impôt dû sur la plus-value, mais plus tard et sans forcément de délai. On ne vous dit pas c'est dans 2 ans, 3 ans, 10 ans qu'il faut payer. Non, tant que je conserve les titres de mon holding, je ne suis pas fiscalisé. Vous allez me dire, ok, Étienne, mais tu n'es pas éternel, ta vie ne va pas durer. Bon, déjà, il faut que vous sachiez que moi, j'ai promis à ma femme de vivre jusqu'à 108 ans. C'est comme ça, une promesse est une promesse. Donc, je n'ai pas fini de l'embêter, tout comme mes gamins. Et plus sérieusement, maintenant, oui, je sais qu'à un moment, je vais partir. Bon, bah, dans ce cas-là, que se passe-t-il? Mes titres seront transmis à mon épouse, à mes enfants. Et l'effet de ma disparition, donc ce qu'on appelle classiquement une succession, va permettre de purger immédiatement et automatiquement tous les impôts sur plus-value antérieure. Vous voyez, donc finalement, je retiens quoi? Je retiens que je peux constituer un holding, soit en faisant en sorte que mon holding s'endette, si j'ai un partenaire bancaire qui me suit, je prends du cash et le holding rembourse la dette et je développe, soit par voie d'apport, je n'ai pas de prise de cash, mais ça veut dire aussi que je n'ai pas d'endettement immédiat et que l'impôt sur plus-value que j'aurais dû payer tout de suite est reporté. Donc c'est entre guillemets assez facile, si vous voulez, de mettre en place un holding. Et là, je vous ai juste différencié des dispositions en fait applicables en France depuis le 14 novembre 2012. Alors pour les aficionados de la fiscalité, en fait, on avait des dispositifs jusqu'au 31 décembre 1999, qui étaient l'article 92 et l'article 163 du Code général des impôts. Ça a évolué au 1er janvier 2000 jusqu'au 14 novembre 2012. On était en sursis d'imposition, c'est-à-dire une opération intercalaire sans constatation de mutation et donc pas de fiscalité intercalaire.
Il y a eu quelques abus, on va dire ça comme ça, et finalement, on est passé en report automatique depuis le 14 novembre 2012 de 150 0BTR, sauf à ne pas ici avoir le contrôle du holding. On détient même en réalité moins de 1%, et ce sera un mécanisme de sursis 150 0B. Bon, ce que je retiens de manière simple. Aujourd'hui, c'est la même chose d'ailleurs sur Libreville, on a juste simplement des thématiques d'agrément préalable du dossier. J'apporte une société, je constitue un holding, je devrais payer la plus-value immédiatement, mais l'impôt est reporté parce que j'ai un mécanisme de report de l'imposition, automatique, optionnel, suivant le pays d'exercice. Donc c'est ce que je vous disais, finalement, je peux assez rapidement et très simplement, ici, pouvoir mettre en place un holding par voie d'apport également. Mon impôt sera payé, je vous l'ai dit aussi, là j'avance sur mes slides finalement, parce que je vous l'ai déjà dit, soit cet impôt à payer sur plus-value du fait de l'apport sera payé lorsque je vendrai mon holding, pourquoi pas, ou alors si mon holding vend des titres, alors ça c'est de la fiscalité française, on a une fiscalité relativement similaire mais moins contraignante, par exemple en zone CEMAC, mais si mon holding vend les titres dans les 3 ans de l'apport, si je veux conserver le bénéfice du report d'imposition sur les titres reçus, il faudra dans les 2 ans que je puisse réinvestir sur des activités opérationnelles, sur du business, pas du patrimonial, du business. En clair, l'État français me dit, je veux bien t'aider à développer tes boîtes, mais par contre, ne fais pas ça dans un but fiscal. Je te permets de différer ton imposition pour que ce soit facile pour toi économiquement, mais le but du jeu, c'est de créer de l'activité, de l'emploi, de la croissance, etc. Et puis ensuite, la sortie du territoire va entraîner là aussi une imposition immédiate, bien évidemment. L'État français se réserve le droit d'avoir ici à acquitter l'impôt normalement dû. Alors, autre point également à avoir en tête, si c'est le holding qui revend les titres au bout de plusieurs années, si je le fais moi en tant que personne physique, si je vends les titres de ma société, je vais avoir une imposition relativement importante. Alors, soit une taxation forfaitaire plus-value sur valeur mobilière que je peux avoir sur Libreville ou en France, et qui en moyenne va être soit sur Libreville, si je suis résident fiscal, CEMAC, va être de 20% et va être globalement de 30% en France. Donc, pour 1 million vendu, 1 million de plus-value économique, je vais être à 30%, ça va me coûter 300 000 euros, puisque là, je raisonne en euros. Si je raisonne maintenant sur mon holding, vend, là où les filiales. Là aussi, j'ai un régime spécifique sous IS. Je vends pour 1 million d'euros. On ne va pas, dans le holding, taxer 1 million d'euros, sous condition. 219, ici, titre de participation, 219 du CGI. On va me dire, si ton holding détient les titres depuis plus de 2 ans comme titre de participation au bilan et qu'il vend, ce n'est pas la plus-value économique qui va être taxable, mais simplement 12% de la plus-value. Taxé au taux d'IS. Je vous refais ça, et en vous l'expliquant avec un exemple. 1 million d'euros de plus-value économique à titre personnel, si je le fais moi personne physique, ça me coûte 30% et donc 300 000 euros. Si maintenant c'est mon holding qui vend la même société et que la plus-value pour le holding est d'1 million d'euros, on va dire ok, 1 million d'euros, je ne retiens que 12% d'1 million, c'est-à-dire 120 000 euros. Taxé ensuite à 25%, résultat des courses, ça coûte 30 000 euros. Donc si je vends moi personne physique 1 million moins fiscalité, on va 700 000, c'est déjà beaucoup d'argent. Si c'est mon holding, parce que je me suis organisé avant, qui vend les titres, il va rester dans le holding 970 000 euros. Ça fait une sacrée différence. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas dans ta poche. Oui, mais ça, c'est une question d'organisation, initialement pour la gestion des flux dans le holding. D'accord? Donc je vous ai pris finalement un exemple ici, très simplement, vous voyez, où je vous dis, 15 décembre 2023, alors que j'ai une société, par exemple, il faut respecter un délai des 2 ans. J'ai créé un holding en janvier 2022, le 3 janvier. J'apporte mes titres pour un prix initial d'1 million d'euros. Puis, le holding revend les titres 1,5 million derrière, 1 an et demi après ou 2 ans après. Si je respecte mon délai de 2 ans, vous voyez, j'ai une plus-value économique de 500 000, 1,5 million ou 1 million. Donc, dans le holding, là je parle du holding, on ferait 500 000 multiplié par 12%, 60 000, à 25%, ça coûterait 15 000. Attention, si on ne respecte pas ce délai de 2 ans, je n'ai pas ce régime préférentiel de faveur. Donc là, ce ne serait pas 12% de la plus-value, mais la totalité de la plus-value qui serait taxée sous IS.
je serai donc à 125 000 euros d'IS, c'est-à-dire 25% sur 500, et non plus 15 000 qui correspondrait à 25% sur 12% de 500. Hein. Donc toujours la même chose, l'esprit du législateur, c'est de dire régime fiscal privilégié, sous condition de durée de détention, etc., etc. Je vous rappelle ici deux régimes fiscaux. J'avance un petit peu parce que je suis normalement à 4 minutes des questions-réponses. Je ne sais pas comment faire, ni là. Donc, en tout cas, le régime Murphy, là aussi privilégié sur la remontée de dividendes. Je vous le fais très vite. Je prends 1 million d'euros de dividendes comme personne physique. Ça me coûte 30%. Mon million devient 700 000. Maintenant, c'est mon holding qui perçoit 1 million d'euros de la filiale. J'ai bien un flux financier d'1 million, mais je ne vais retenir que 5% d'1 million. Ce qui fait quasiment rien, 50 000. Et les 50 000 seront taxés à 25%. Vous voyez, donc ça va coûter quoi? Ça va coûter 12 500 versus 300 000. Donc ces régimes fiscaux privilégiés permettent de développer. Juste 4 schémas pour finir en 3 minutes 35 secondes. Du coup, mais des schémas que je vous ai déjà expliqués. Hein. Je vais d'abord ici me faire racheter ma société, non pas par un tiers, parce que j'ai envie de continuer à bosser et de développer l'activité, mais par un holding que je crée. Et parce que j'ai discuté préalablement avec mon partenaire bancaire, il me dit, OK, ta société actuelle a une belle rentabilité, tu génères régulièrement du résultat, on va prêter de l'argent à une société que tu vas créer pour te racheter, qu'on va appeler un holding, que tu vas continuer à diriger. Superbe. Une opération donc LBO au beau. Hein, ça, c'est très simple, d'accord. Deuxième option possible, je veux développer l'existant, mais je ne veux pas tout de suite prendre du cash. Donc, je vais commencer par apporter les titres de ma société existante qui a de la rentabilité. Souvenez-vous, 12 à 15% de résultats net d'IS. J'apporte ça sur un holding. Le holding, ensuite, a donc du flux financier futur avec ma société existante, va s'endetter pour racheter une ou plusieurs autres sociétés. Ça marche parfaitement. D'accord. Et maintenant, thématique très simple d'investissement, là aussi, mais tout ça peut se cumuler en réalité. Vous avez bien compris que quand je fais remonter du dividende de la société fille vers le holding, je ne suis quasiment pas taxé dans le holding alors que je le serais énormément à titre personnel. Donc, mon épargne, je ne vais pas la faire pour moi à titre personnel, mais je vais la faire dans ma société holding. Pourquoi? Parce que sur ces remontées de flux de trésorerie, je n'ai quasiment aucune fiscalité applicable. Dernière chose maintenant, je peux également utiliser mon holding dans un cadre de transmission d'entreprise intrafamiliale, un ou des enfants repreneurs, un ou des enfants non repreneurs. Je veux respecter une espèce d'égalité économique et juridique entre mes enfants. Donc en fait, je donne tous les titres à l'enfant repreneur qui lui-même sera redevable de dédommager en fait d'une somme, donc il devra dédommager la fratrie. C'est pas lui directement qui va payer. Il va apporter ses titres à un holding, commencer à comprendre le principe, qui lui-même va lever de la dette pour dédommager les enfants non repreneurs. Et ensuite, le remboursement de la dette par le holding se fera en montée de dividendes de la filiale vers le holding en quasi-franchise fiscale. Voilà l'idée. Donc, on retrouve ça. Je vous ai pris un exemple. Ici, très simplement, vous voyez, monsieur a une entreprise de négoce qu'il a développée depuis 28 ans. Chiffre d'affaires moyen là-dessus, on est sur 2 millions d'euros. Très bien. La boîte serait vendue à un tiers pour 80%, mais il se trouve que, ayant 2 enfants, en fait, il a sa fille qui est déjà en train de travailler avec lui, qui voudrait reprendre la société. Il se dit, OK, on va faire les deux. Donc, on va préparer les actes juridiques de transmission et de donation. Sa fille, Karine, va avoir tous les titres. Elle va devoir la moitié de la valeur, en fait, à son frère. Hein, et c'est le holding qu'elle va constituer qui va s'endetter pour pouvoir ici dédommager le frère. Donc, on retrouve le schéma. Monsieur donne à sa fille la SARL. On a évalué la globalité de la valeur à 1 280 000. Ça, c'est la valeur de la société dans le cadre d'une transmission. Il y a une fiscalité privilégiée avec un dispositif en France qu'on appelle le Dutreil. En fait, c'est pour éviter de payer trop de droits de donation quand on conserve une activité. Et donc, Karine doit la moitié de la valeur, vous voyez, 640 000 à son frère, ce qu'on appelle une soulte. Là, c'est le coût fiscal juste d'une donation. En clair, si je voulais donner un bien immobilier moitié-moitié en valeur à chacun de mes enfants, en France, ça coûterait plus de 200 000 euros. Si je donne une société avec le bon conseil et bien adapté, ça coûte 10 000 euros.
Ok, donc on voit bien que le législateur dit je favorise la transmission d'entreprise, mais évidemment, c'est pour continuer l'activité. Ce cadeau fiscal, il n'est pas gratuit, hein. C'est continuer l'activité, développer, il faut de l'emploi, il faut de la croissance, c'est bon pour le pays. D'accord? Et ensuite, Karine va faire quoi finalement, puisqu'elle a reçu tous les titres, mais qu'elle doit cette somme d'argent? Elle apporte ces titres pour la quasi-intégralité ou l'intégralité même à un holding. Le holding s'endette et rembourse le frère. Donc, ce qu'on aura vu dès le départ, c'est est-ce qu'il y a un holding aujourd'hui qui a 1 280 000 euros de titres, qui peut s'endetter durant 7 ans à hauteur de 160 000 euros, à la capacité à emprunter avec les taux actuels 640 000 euros, bah évidemment, on a discuté avec la banque. Emprunter 640 000 euros sur 7 ans avec les taux actuels, ça coûte, allez, sensiblement 100 000 euros par an. Donc le holding peut complètement le faire. J'aurais transmis les titres à la fille. Le holding de la fille aura dédommagé le frère aura eu son cash et la fille, elle, continuera l'activité. On y est presque dans les délais. Ben voilà, 1 minute 30 de dépassé, là. On est pratiquement dans les délais. Et merci Étienne. Et en même temps, je pense qu'on on boit vos paroles et on est extrêmement concerné par ce sujet. La preuve en est qu'il y a quelques questions et voilà, je vais les relever et puis au fur et à mesure, je vous laisserai donc y répondre. On a donc dans un premier temps Yannick qui demandait si on peut parler de holding dans le cas où nous rachetons des sociétés exerçant dans le même domaine d'activité. Absolument, absolument. Non, non, on parle complètement de holding. Dans ce cas-là, c'est une holding de rachat, purement et simplement. Le holding, soit parce que j'ai historiquement du cash dedans ou j'ai tout de suite mis beaucoup d'argent par le biais d'une dette bancaire ou de plusieurs, va racheter différentes sociétés. Alors, soit d'ailleurs dans le cadre d'activités complémentaires ou connexes, mécanique, par exemple, carrosserie, soit quelque chose de complètement différent. Une activité commerciale d'un côté, de l'autre côté, je vais racheter de l'agricole, après, je vais faire de l'agroalimentaire, donc tout est possible. Hein, j'ai pas l'obligation d'ailleurs d'être dans un seul et même champ d'activité. Mais c'est bien en ligne de rachat. Bon. Alors, Amine demande s'il y a un moyen d'intégrer du patrimoine immobilier acquis avant la création d'une holding sans avoir à payer des taxes sur les transactions. Alors, en fait, l'idée de dire j'apporte du patrimoine déjà détenu à une société ou je vends à une société moyennant prise de cash. Amine, ici, que vous soyez sur un apport ou que vous soyez sur une vente, si l'immobilier a pris de la valeur, vous générez une plus-value économique. Donc, en fonction du lieu de localisation, non pas de la société, mais de l'actif immobilier. C'est-à-dire que si je vis, par exemple, à Libreville, je me dis, je fais un holding à Libreville, tiens, j'apporte de l'immobilier parisien, là, la fiscalité potentielle, elle est française parce que le bien est à Paris, lieu de situation. D'accord? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que dès que vous faites muter un actif, qu'il soit immobilier, qu'il soit financier, ce que vous voulez, que ce soit par voie d'apport, que ce soit par une vente, s'il y a de la prise de valeur, il y a de la plus-value. Il y a de la plus-value et donc s'il y a de la plus-value, il y a de l'impôt. Alors autant quand c'est des titres de société opérationnelle, pour développer du business et de l'activité, on a des mécanismes de report d'imposition, autant là, on a normalement sur de l'immobilier une plus-value à payer immédiatement. Maintenant, on a des thématiques de valorisation d'actifs. On voit si on peut, en fonction de délai de détention, minimiser la plus-value taxable. Ça dépend des dispositifs et des lieux de situation. On voit s'il y a des passifs en face. On voit si on a des mécanismes de sursis. Donc là, la réponse peut être rapidement complexe. J'en suis navré, mais c'est ça aussi ce qui fait le charme de la fiscalité pour des gens comme moi. C'est qu'on a toujours quelque chose à dire. Et évidemment, un peu d'honoraires intercalaires à facturer, si le conseil est bon. Mais plus sérieusement, dès que je fais muter, si j'ai de la plus-value, j'ai de l'impôt. J'ai pas de mécanisme de report. Il ne faut pas non plus, pour en terminer, chercher à tricher sur la valeur, hein, parce que les services administratifs, les services fiscaux ont des notions assez précises des valeurs. Donc là, on risque de jouer un petit peu, ok, mais dans des limites raisonnables. Si j'ai un actif qui vaut 1 million et que je dis qu'il vaut 100 000 euros, ça va pas. Et d'autant plus que quand je fais ça, de toute façon, il va falloir que je fasse appel à des professions libérales réglementées qui ont des experts comptables, des notaires, des avocats et que ne vont pas vouloir, parce que c'est leur responsabilité, comme ce serait la mienne, vouloir faire n'importe quoi. Bien sûr.
Alors, une question à laquelle il me semble que vous avez déjà répondu, Étienne, c'est Karine qui la pose et qui concerne donc le chiffre d'affaires conseillé. Mais de mémoire, vous aviez évoqué à peu près 450 000 Oui. euros et l'équivalent en francs CFA qui est de 300 à 400 millions de francs CFA. Oui, tout à C'est fait. bien ça, L'idée, c'est bien ça. suivi. Absolument, absolument, avec plaisir, Amine, merci. Donc, non, non, avec plaisir. L'idée, c'est effectivement de dire, bon, il faut déjà un chiffre d'affaires minimal. Pourquoi? Parce que créer une société, puis gérer une société, bah, ça génère des coûts de structure. Hein, tout simplement, à minima, un peu de comptabilité, un peu de fiscalité, un peu de secrétariat juridique. Bon. Et surtout, ce que je précisais, oui, il y a le chiffre d'affaires 300, 400, 500 000 euros. Alors, est-ce que je peux commencer si aujourd'hui je fais 100 ou 150 000 euros? Dans la pratique, oui. Si je sais que dans les 6 mois ou un an, je vais décrocher des marchés fabuleux qui font que de 50 000 euros, je vais passer à 500 000 puis à 5 millions assez rapidement. Là, j'ai tout intérêt à commencer dès maintenant. Maintenant, si j'ai une activité qui, d'une manière générale, entre guillemets, stagne un peu aux alentours de 150 000 à 200 000 euros, et qu'il n'y a pas de perspective marquée de croissance et que je ne veux pas racheter de boîte ou que sais-je, et j'utilise cette société pour vivre au quotidien, là, je ne suis pas sur une mise en place de holding. Donc, il faut un chiffre d'affaires existant avec des perspectives de progression, une rentabilité nette de toute charge et de fiscalité qui soit de 12 à 15%, à mon sens, pour pouvoir lever de la dette et acheter des boîtes, d'accord, et une volonté de croissance et de développement, donc de la perspective. Ok, très complet, merci. Alors, Ingrid nous a partagé un cas qu'elle cite donc très particulier, c'est la création d'une holding de reprise par des salariés, un rachat d'une holding qui va rentrer en redressement judiciaire. Donc, sa question, c'est de savoir si c'est possible. Et en complément de sa question, donc la holding est en cessation de paiement et détient des commerces. Attendez, on va reprendre le truc. C'est le holding, en fait, sur lequel il va y avoir une liquidation judiciaire et qui actuellement détient des commerces ou des filiales, c'est ça? Et donc C'est ça. la question d'Ingrid, c'est quoi? C'est est-ce que je rachète le holding ou pas? J'ai pas saisi quelle était la question. Alors, donc elle pose la question de savoir si la création d'une holding de reprise par des salariés, un rachat donc de cette holding qui va entrer en redressement judiciaire Ok. est possible déjà. Ok. Oui. Alors, ce serait possible, Ingrid, mais je vous le déconseille parce que si vous rachetez les titres de la société, vous êtes redevable de l'intégralité des passifs identifiés ou pas. Par contre, et ça, c'est si votre vendeur en est d'accord, constituer effectivement un holding entre salariés. On va parler ici de management buyout, en fait. Donc, c'est un MBO. Hein, les salariés se regroupent. Et ce que vous allez racheter avec la société que vous créez, ce ne sont pas les titres du holding, mais ce sont les activités opérationnelles. Donc, si vous avez 3 fonds de commerce dedans, vous créez un ou plusieurs holdings ou plusieurs sociétés. Lesquelles sociétés qui peuvent être holding sans dette pour racheter les fonds à la société holding existante. Par cette acquisition, en fait, vous prenez l'opérationnel, vous prenez la partie business, mais vous n'allez pas vous traîner les éventuelles erreurs passives, faute de gestion, que sais-je, de la société existante. Donc, on dissocie. Xavier nous demande s'il faut procéder à une évaluation préalable des sociétés et est-ce qu'il faut un commissaire aux apports? Oui, absolument. Quand on fait une opération d'apport, quand on fait une opération de vente, bien évidemment, il faut avoir une idée de la juste valeur de la société pour des thématiques de plus-value, pour des thématiques de droit d'enregistrement, pour des thématiques de rétribution de titres, etc. Donc, c'est l'expert comptable ou un expert comptable qui va être saisi ou qui va être missionné et on va parler dans ce cas-là effectivement de mission de commissariat aux apports. Donc, en fait, ce sont les évaluations qui sont faites de là où des sociétés existantes ou à racheter, d'accord. On a ce qu'on appelle toutes les due diligence qui se mettent ensemble en place dans un espace virtuel aujourd'hui qu'on appelle une data room. Donc, tout le monde fait le job ensemble et on voit à peu près où on est. Et c'est bien l'expert comptable qui a cette mission de valorisation. Et ensuite, les juristes, en fonction des valeurs, vont dire, bon, bah, très bien, donc voilà comment on va mettre en place tel titre pour un tel, telle valeur de société, etc., etc. C'est le fiscal en découlera. Alors, il y a vraiment pas mal de questions qui arrivent et il nous reste 5 minutes. La bonne nouvelle, c'est que l'aventure ne s'arrête pas là parce que vous avez justement chez IFG donc des formations diplômantes, certifiantes et qu'on va être amené à vous revoir, Étienne. Ça fait un petit moment effectivement
voilà que nous sommes ensemble. On va en prendre quelques-unes encore. Donc, Abraham qui nous dit que dans une logique de transmission patrimoniale, quel est l'impact du pacte Dutreuil dans le cadre d'un holding sur le plan fiscal? Bien sûr, le pacte Dutreuil, en fait, c'est un engagement de conservation de titres qui se pratique en droit français. Alors, sur des sociétés de droit français opérationnelles, même si j'ai de la détention à l'étranger, hein, ça c'est un point de fisc international, mais l'idée c'est quoi? C'est de dire que sous condition que les parents qui donnent, transmettent à leurs enfants, qui eux reçoivent, si tout le monde s'engage à conserver les titres sur une durée que je vais dire de 6 ans, 2 ans plus 4 ans de manière simple, hein, pour un Dutreuil simple, après c'est un acte technique, mais si et les parents qui donnent et les enfants qui reçoivent en qualité de donataires s'engagent à conserver les titres durant au moins 6 ans sur une société opérationnelle, sur du business. Et ce qui veut donc dire maintenir l'activité, donc le salariat, donc l'économique, vous me suivez, hein. Dans ce cas-là, en fait, l'État fait les soldes. Ce qui vaut 1 million d'euros est retenu pour le calcul de droit comme valant 250 000 euros. Et ensuite, on fait un calcul de droit. Du coup, alors on peut même avoir des réductions de droit, mais c'est pour ça que dans le dernier exemple, je vous disais, voilà, si un actif qui vaut 1 280 000 euros et que mon actif est un actif patrimonial, immobilier, des comptes financiers, etc., que je donne cet actif à 2 enfants, je n'aurai pas de bénéfice de pacte fiscal Dutreuil, puisque là, c'est pas du business, c'est pas de l'opérationnel, et donc, ça va coûter plus de 200 000 euros de droit. Si maintenant, on retient, je vous remets peut-être sur le tableau, si maintenant, on retient des titres de société éligibles, vous voyez que les 600 opérationnels de l'abattement, et donc les droits sont calculés non plus sur 640, mais sur 160 000 euros, et avec les systèmes fiscaux d'abattement, de calcul, etc., on passe de 212 000 au global à 10 194 euros. Donc le pacte Dutreuil, optimisation des donations des successions sur la transmission d'entreprises ou de sociétés opérationnelles. Super intéressant, mais sous condition de maintenir l'emploi sur une durée d'au moins 6 ans, pour le dire très simplement. Il faut le retenir aussi, effectivement. Et sur le plan fiscal, est-ce qu'une holding permet de principe de l'amortissement fiscal comme une SCI à l'IS? C'est toujours Abraham qui pose la question. Bien sûr, bien sûr. Alors, de toute façon, une holding est une société sous IS. Donc, si je détiens au bilan des immobilisations corporelles amortissables, donc soit de l'immobilier, soit des outils d'exploitation, même amortissables, terminal de cuisson, que sais-je, peu importe, c'est amortissable. Donc, c'est d'abord de l'IS. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci. Juste une petite chose, parce que j'ai vu aussi une question passer. Le holding ne paye pas la flat tax sur une distribution de dividendes? Non, le holding bénéficie du régime mère-fille. Donc, le dividende n'est taxé que sur 5% de son montant au taux de l'IS. Ultra préférentiel. On a 2 minutes pour 2 questions, Étienne, si vous êtes d'accord. Donc, Marie-Michel qui pose la question, donc, pour de la gestion de patrimoine immobilier, est-ce plus intéressant de créer donc une SCI par bien? Est-ce possible d'avoir une holding qui garde l'ensemble des SCI? Ça, c'est l'avant-dernière question. Alors, la réponse est oui. Alors, je peux faire soit plusieurs sociétés civiles, si mes biens ont des caractères un peu différents et dissociés, des locaux d'activité, des locaux de boutique, etc. Et pourquoi pas, ou dans une seule et même société. Les deux sont envisageables. Maintenant, est-ce que je peux avoir en haut une société civile IS qui soit le holding des sociétés civiles en bas, IR ou IS? La réponse est oui, c'est complètement réalisable aussi. C'est même ce qu'on fait sur des patrimoines plutôt importants volontairement. Hein. Et ensuite, si je suis en bas en revenu foncier, je vais le retraiter en remontant les revenus vers le holding en BIC pour que ce soit à l'IS. Et c'est un outil là aussi d'organisation, de développement et de transmission. Donc oui, on peut. Merci beaucoup, Étienne. Alors, plusieurs questions imbriquées pour la dernière. On est généreux pour ce TFG Live. Nous avons Franck qui demande donc comment s'organise la gouvernance entre la holding et les entreprises opérationnelles. Par exemple, est-ce que ces dernières dépendent des décisions prises au niveau de la holding? Alors, est-ce qu'un dirigeant... Allez-y. Alors, et il demande aussi, est-ce qu'un dirigeant d'une des entreprises filles peut à la fois être dirigeant du holding qui la détient? Absolument. En fait, ici, ça va dépendre de ce que je souhaite faire et de la recherche, finalement, de certains dispositifs fiscaux ou pas.
sans rentrer dans tout le détail technique du holding passif, actif, semi-actif ou animateur. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, soit finalement, mon holding est avant tout un outil de détention des filiales. Et ce sont les filiales qui sont opérationnelles et moi, je suis ici le patron des filiales. Donc, soit ce sont des SARL et je suis gérant de plusieurs filiales et je suis aussi gérant de mon holding. Mais c'est pas le holding qui décide. C'est juste un outil de détention. C'est du fiscal, c'est un peu de juridique, mais voilà. Soit vraiment, je veux organiser mon groupe différemment. J'ai mes filiales en bas. J'ai mon holding là-haut et c'est le holding qui va diriger les filiales sur un plan opérationnel, sur un plan juridique, en termes de mandat. Donc, j'aurai ici, par exemple, là-haut, une SARL qui sera présidente de SAS en bas. Je peux complètement faire ça. Je peux avoir des solutions mixtes intercalaires. Quand je fais ça, généralement, c'est parce que je suis sur un groupe vraiment structuré, vraiment élaboré, avec des structures en R&D déficitaires, des structures de production, des structures de commercialisation, etc. Donc, je suis déjà sur quelque chose d'assez abouti et je recherche des dispositifs particuliers qui me sont offerts par l'administration sur ce qu'on appelle un holding animateur. Donc, on est vraiment sur des groupes plus élaborés. Et les deux sont faisables. Je n'ai pas la nécessité d'aller sur des choses aussi complexes. Je peux faire des choses aussi très simples et qui marchent bien. On l'apprend. En tous les cas, on a vraiment, Étienne, bu vos paroles. Merci infiniment pour ce partage d'expérience, d'expertise même, je dirais. On a appris énormément sur cette thématique holding mode d'emploi. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on arrive déjà au terme de cet IFG Live. La bonne nouvelle, c'est que l'aventure continue. Donc, on va vous donner rendez-vous sur notre site internet où vous pourrez vraiment vous documenter sur nos formations diplômantes certifiantes et qu'ensemble, on puisse continuer l'aventure. Étienne, je vous remercie infiniment. Et je vais souhaiter à toutes et à tous une belle journée, un bon déjeuner, s'il est l'heure justement de déjeuner. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci à vous. J'ai l'impression qu'on est en train d'être coupé petit à petit. On se perd. Aniela, à très bientôt. Et au plaisir de se croiser sur Abidjan bientôt. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir à toutes et tous. Au revoir.